Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur JMTV+, dans le bœuf politique qui se dirige aujourd'hui quelque part en Afrique centrale, dans un pays à l'image de ses voisins très instables depuis plusieurs années. Il s'agit de la République centrafricaine, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas la République centrafricaine en France, il suffit de vous parler des diamants de Giscard d'Estaing et de l'empereur Bokassa et vous retrouvez facilement sur la carte du monde entier. Qu'est-ce qui se passe en République centrafricaine? Il se trouve que le feu brûle. On se croirait en plein été et en plein feu d'été dans certains pays comme l'Australie ou en Occident où ça brûle tous les étés. Pourtant, ces feux-là ne sont pas accidentels. Ils sont bien allumés par certaines personnes. Pour en parler aujourd'hui, notre invité est le pasteur Samuel Kobo, mais ce n'est pas le pasteur que nous recevons, c'est l'homme qui naquit sur cette terre-là. Bonsoir Samuel Kobo. Bonsoir mon frère Jackie. Comment ça va? Ça va très bien, mais avec le cœur un peu en l'air à cause des événements qui se passent au niveau de la Centrafrique. Alors, dites-moi, vous ne vivez pas en Centrafrique, vous vivez quelque part en Europe, hein? Oui, cela fait 30 ans que je suis installé en Europe et je suis dans le sud de la France, précisément dans les Cévennes, à Alès. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe en Délé, la plus grande ville de la province du nord de votre pays, la RCA? C'est depuis la semaine dernière, le mercredi, je crois, que semblerait, d'après les informations que nous avons reçues, que c'était 3 factions de groupes armés qui en train de disputer le territoire de Ndélé, et qui semble être Ndélé est une zone qui est complètement très riche sur le plan minéral. Et sûrement, ils cherchent à en prendre possession pour avoir une influence dessus. Et les affrontements ont eu lieu. Beaucoup de dégâts sur le plan humain et sur le plan matériel. Des maisons sont incendiées, des enfants sont abîmés, des femmes également. Et nous n'en savons pas plus en ce qui concerne le bilan d'ordre humain. Provisoirement, c'est estimé à 30 officiels. Mais d'après les informations que j'ai reçues de la part d'une connaissance de là-bas, il semblerait que les bilans sont beaucoup plus lourds que ce qu'on semble nous faire croire. Je vais en profiter pour lancer un appel à monsieur le directeur du cabinet de votre président de la République que je n'arrive pas à voir au téléphone. J'ai son numéro personnel, mais je n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Peut-être il regardera ce programme, monsieur le directeur du cabinet. Je souhaiterais vous avoir un entretien comme ça pour essayer de comprendre ou faire comprendre à mes téléspectateurs ce qui se passe dans votre pays en ce moment. Alors, vous dites que Ndélé, c'est une ville minière. Oui. C'est une ville qui n'est pas loin de la frontière du Tchad, pas loin de la frontière avec le Soudan. Et il se murmure, vous me corrigerez si je me trompe, il se murmure que les pays voisins apportent leur soutien aux rebelles. Avez-vous connaissance de cela? Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on le dit chez nous, en Afrique. Je crois que cette affirmation était vérifiée sur le terrain pour la simple raison que du côté Soudan, ça c'est le côté est de la Centrafrique, qui fait la plus longue frontière par rapport au pays. Je crois que même à l'époque, il y avait Kony qui avait fait une entrée au niveau de Obo, presque à 600 km à l'intérieur du pays. Il s'y est installé et je crois que c'est une zone qui a connu l'instabilité depuis très très longtemps. On ne parvient pas à le pacifier. Et ça fait véritablement un canal passoire qui permet à toutes les mauvaises volontés de s'installer. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que la maîtrise de la situation sécuritaire est hors de contrôle. Il se dit que qui contrôle un délai contrôle la plus grande richesse de votre pays, la RCA. Est-ce vrai ou faux? Oui, je crois que ce n'est pas faux. C'est une zone qui est très giboyeuse, sans compter les ressources minérales que cela renferme. Et la population est très faible, de l'ordre de 11 000 habitants, avec une surface énorme. Donc les gens sont libres de circuler dans le contexte du braconnage, et sans compter les ressources minérales, même le diamant qui existe au niveau de Ndélé. Hein. Et ça, c'est un appât, et ça fait vraiment rêver plusieurs groupes de factions armées. Hein. Lorsqu'on sait ce qui se passe dans les Grands Lacs c'est le Burundi, le Rwanda et oui. RDC, lorsqu'on sait ce qu'il s'y passe, pourrait-on dire qu'il se passe la même chose dans la région d'un délai en République centrafricaine?
N'étant pas sur le terrain, je crois que la comparaison n'est pas très loin. Elle est sensiblement la même chose en termes de dégâts humains, en termes de velléité, en termes de désir d'indépendance pour certains groupes qui ne veulent pas se soumettre aux lois. Je crois que la situation de Garac est complètement similaire à ce qui se passe au niveau de Ndélé, même dans certaines régions de la République centrafricaine. Ndélé n'est qu'une petite poche. Il y a d'autres zones d'insécurité assez denses que Ndélé. Ndélé n'est qu'un petit arbre qui cache la forêt. Alors, la Séléka regroupait près de 120 fractions de groupes rebelles. Cette Séléka, dit-on, a explosé. Craignez-vous qu'elle soit en train de se reconstituer en ce moment? Oui, mais je crois qu'il y en a d'autres qui se reconstituent. Vous savez que ce sont des serpents de mer. Hein? Tu leur écrases la tête, ils relèvent la queue. Tu leur écrases la queue, ils relèvent la tête. Mais apparemment, le combat qui a eu lieu au niveau de Ndélé semblerait être, ils sont issus de Séléka. Les factions sont issues de Séléka. Ils sont en train de disputer l'autorité du territoire. Et en disputant l'autorité du territoire, mais il faut des dégâts humains tout autour. Voulez-vous dire que la gouvernance du président Touadéra ne contrôle pas cette zone du pays, le nord de votre mais pays? c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça ne relève pas de la faute du président Touadéra, que je connais particulièrement parce que c'était mon professeur en mathématiques quand j'étais en sciences économiques en Centrafrique. Après, il a été devenu recteur quand je suis déjà arrivé à Bangui. Et je connais la bonne volonté de l'individu, la personne, c'est un travailleur, et son désir depuis toujours, c'est de pacifier ce pays. Mais malheureusement, lorsqu'il est venu au pouvoir, curieusement, il s'était retrouvé confronté à une situation, selon mon analyse, hein, mais je ne crois pas ne pas me tromper, c'est qu'il n'avait pas été soutenu sur le plan militaire. Parce que quand il était monté au pouvoir, il n'était pas soutenu sur le plan militaire. Par qui aurait-il dû être soutenu sur le plan militaire? Par qui? Bon, sur le plan militaire, parce que quand le pouvoir démocratique a accédé au pouvoir, il lui faut des forces de sécurité pour pouvoir assurer l'autorité de l'État. Mais en ce moment où il avait accédé au pouvoir, le groupe armé, la FARC, est complètement démobilisé. L'effectif était réduit. Comment tu peux contrôler un territoire de 623 000 km² chargé de richesses avec un effectif réduit des forces de l'ordre? Ce n'est pas possible. Donc, quand il était monté au pouvoir, l'effectif de la FARC est déjà réduit. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il devait en principe être soutenu pour asseoir son autorité. Mais malheureusement, il y avait un embargo qui avait été laissé sur les armes et les forces de défense nationale centrafricaines n'ont pas pu être équipées comme il fallait. Mais par contre, de l'autre côté, les factions armées, ceux qui sont en position illégale, se retrouvent en position de force parce qu'ils sont armés par qui, je ne sais. Et ce qui rend que la situation sécuritaire au niveau de la Centrafrique n'est que légèrement maîtrisée au niveau de la capitale. Mais tout le reste du territoire est hors contrôle. Samuel Kobo, est-ce que vous aimez le poisson? J'aime le poisson et j'en raffole. Vous le mangez souvent? Je le mange souvent. Là, à ma question, vous venez de le noyer, le poisson. Je vais là reposer ma question. Oui. Par qui le président Touadéra aurait dû être soutenu militairement parlant? Par qui? Ben, pour aller droit, parce que je sais que Martin Luther King a dit « Ce qui m'effraie, ce n'est pas les mauvaises actions de certaines personnes. » J'en arrive à ta question. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'action de mauvaises personnes, mais ce qui m'effraie, c'est le silence de ceux qui étaient bons, ceux qui avaient la possibilité d'apporter une réponse qui ne le font pas. Et je crois que, en l'occurrence, la France aurait dû soutenir la position de Touadéra pour l'aider à asseoir son autorité. Vous dites, Samuel Kobo, que la France aurait dû soutenir la République centrafricaine. Oui. C'est vrai que le soutien à la République centrafricaine n'a pas été très franc. Ce qui fait que Centrafrique fait l'objet de poids des grandes puissances, y compris la Chine, les États-Unis, et même un tout petit peu la Russie, qui a pris place maintenant en termes de sécurité, sachant que la France n'intervient pas. Lorsqu'on sait que, selon le président tchadien Idriss Déby, pays voisin du Tchad, les rebelles auraient pu le renverser, lui, le président Déby. C'est l'armée française qui est intervenue au dernier moment pour le maintenir en place. Tout à fait. Alors, on assistera là à un deux poids, deux mesures. Au pays voisin, on soutient celui que les rebelles et une bonne partie du peuple n'en veulent plus. Et en Centrafrique, celui qui est
élu n'est pas soutenu. Mais Comment c'est le expliquer paradoxe. cela? Cela? C'est le paradoxe, monsieur le journaliste. C'est le paradoxe. Nous tentons de comprendre cette analyse sur le plan politique. Mais c'est une question de géopolitique. Parce que je crois que, pour dire franchement, Touadéra n'était pas le candidat entendu par la France. La France misait sur d'autres candidats qui n'avaient pas eu la possibilité d'accéder au pouvoir. Je peux parler de ceux financiers dont j'ai oublié le nom, de Martin Ziguélé et de bien d'autres candidats. C'est sur cela que la France misait. Il n'avait pas vu voir venir de Touadéra, qui était resté au pays dans le fort de la situation. Et les Centrafricains, sachant que c'est quelqu'un qui n'a pas pris fuite lorsque la situation est à son comble, il était resté avec nous. C'est à lui que nous allons donner confiance. Et donc, les Centrafricains l'ont élu aux grandes dames de toutes les attentes internationales. À partir de ce moment, cette position de, je ne dirais pas du nationalisme, mais le fait que les Centrafricains lui aient fait confiance contre l'avis de l'opinion internationale a fait que cette position-là affaiblit en matière de soutien international. Il n'a que le soutien au niveau intérieur, mais sur le plan extérieur, il n'a pas le soutien. Il a été monté au pouvoir quand les caisses de l'État étaient complètement vides. Le pays était complètement déstructuré. L'économie était complètement en lambeaux. Donc c'est lui qui a tenté de remettre un tout petit peu tout cela en place. Mais cela ne peut que se faire pour un petit pays qu'avec l'aide extérieure. Mais à mon humble analyse, je n'accuse personne, il n'a pas obtenu le soutien qu'il fallait nécessairement pour pouvoir mettre le pays en ordre de bataille. Donc, vous me dites là que la France a joué au même jeu qu'en République démocratique du Congo, où elle soutenait, selon le ministre de la Défense, le ministre des Relations extérieures, pardon, Jean-Yves Le Drian, oui, qui soutenait Martin Fayulu. Ça veut dire qu'en Centrafrique, ce fut également le cas. Et la France, ayant perdu ce jeu-là, a décidé de ne pas soutenir le président Touadéra. C'est ce que j'ai compris, c'est ce que mes téléspectateurs ont peut-être compris eux aussi. Oui. Je crois que c'est de cette façon qu'il faut mener l'analyse. Si on est franc, on comprendrait les choses de cette manière-là. Et la présence de la Russie au niveau de la Centrafrique, qui sur le plan géopolitique est le précaré de la France, gêne considérablement la France à ce niveau. Parce que je crois que ce n'est secret pour personne de voir la présence de la Russie en termes de matière de sécurité. Et en termes de l'économie, il y a la Chine qui ne va pas de main morte. D'abord, c'est la Chine qui a fait un don assez conséquent en ce qui concerne la lutte contre les maladies endémiques. Et l'Union européenne est obligée de réagir par la suite. Même si on veut nous faire savoir que l'Union européenne agit sur l'ordre de la France pour aider la Centrafrique, mais leur aide vient en réaction de ce que fait la Chine. Vous m'apprenez là que l'Union européenne serait aux ordres de la France. Là. Est sérieux ça? Bon, je ne dirais pas plus ou moins, mais parce que la MINUSCA qui est une force onusienne, qui comporte en grande majorité, la présence des militaires français, même si la MINUSCA est composée de quelques factions africaines, la MINUSCA était une mission des Nations Unies avec l'aide de l'Union européenne pour apporter la pacification en Centrafrique. Depuis combien de temps la MINUSCA est en Centrafrique et la situation ne s'est pas améliorée? Monsieur le journaliste. Je vais poser une question, je vais vous la renvoyer d'une autre façon. Connaissez-vous un seul pays où les forces de l'ONU sont installées et la paix est arrivée? Moi, je n'en connais pas. C'est une question qui a sa réponse. C'est une question qui a sa réponse. Normalement, dans la dernière mission des Nations Unies, qui a été publiée il n'y a pas longtemps et qui va expirer le 20, je cherche mes notes, des Nations Unies, l'ordre est donné à la force des Nations Unies d'assurer la protection efficace et dynamique des civils qui sont sous la menace de violences physiques. Mais la violence en Centrafrique, on compte par centaines, par milliers, puisque la Centrafrique n'est pas sous le feu de la rampe des projecteurs. Les exactions qui se passent au niveau du pays passent inaperçues de l'opinion internationale. Il y a des dégâts qui se font tous les jours. Même en délai, si vous regardez bien l'image, vous avez vu qu'il y a les camions, les blindés des Nations Unies qui passaient. On n'a pas vu une réaction. Donc, aucune réaction. Ça servait à quoi? Je vais même vous dire, Samuel Kobo, que j'ai quelques connaissances dans ces forces de la MINUSCA en Centrafrique. J'ai passé des coups de fil pour comprendre. Ils n'ont pas reçu d'ordre d'agir. Voilà, je vous le dis, ils n'ont pas reçu l'ordre d'agir. Et pourquoi? Puisque la mission qui leur a été confiée... Puisque la mission qui leur a été confiée, c'est de protéger les civils qui n'ont pas les moyens.
c'est de protéger les femmes et les enfants qui n'ont pas les moyens. Et quand on ne protège pas les gens ne peuvent pas s'impliquer dans les activités champêtres pour avoir la nourriture. La nourriture manquant, ça va les exposer à des pandémies, ça va les exposer à des maladies comme nous le connaissons maintenant au niveau de la rougeole. J'ai appris qu'il y a un pont aérien qui a été fait de Lyon pour la Centrafrique parce que la rougeole meurtrière a réapparu au niveau de la Centrafrique. Mais tout ça, c'est quoi? C'est des situations qui en appellent à une autre. C'est une situation sans issue. Une situation mal réglée crée une autre situation encore beaucoup plus dramatique. Et donc, de dramaturgie en dramatique, on en arrive à une telle situation où elle n'est plus maîtrisable. On affecte la priorité aux autres forces, mais ce qui était nécessaire de le faire, ça n'a pas été fait. Et nous en sommes à ce point-là. Le Covid-19, on n'a pas besoin de faire un point rien pour le Covid-19, puisque l'effectif des gens qui sont infectés en Centrafrique, dans les statistiques que j'ai, c'était moins de 100. Mais est-ce qu'on a besoin de faire un pont aérien pour aller aider un pays où l'effectif des gens qui sont atteints par la Covid n'est que de 97? Il y a d'autres priorités. C'est curieux, on envoie des experts sur le territoire africain où il y a moins de morts et en Occident, il n'y a pas d'experts. C'est rien comprendre. Je reviens à vous, Samuel Kobo, dans quelques minutes après une page de pub. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Chers téléspectateurs de JMTV+, vous êtes toujours dans le bœuf politique. Aujourd'hui, nous parlons de la République centrafricaine, pays d'Afrique centrale de plus de 600 000 km², peuplé de moins de 5 millions d'habitants, regorgé de richesses, mais qui n'a jamais connu de stabilité ni de paix, comme beaucoup de ses voisins d'Afrique centrale, à l'instar du Tchad, du Cameroun, du Congo, vraiment jamais connu de vraie paix. Et aujourd'hui, ça brûle un délai. Délai, c'est la plus grande ville de la province du nord de ce pays, frontalier avec le Tchad et un tout petit peu avec le Soudan. Nous recevons pour cela donc Samuel Kobo, qui est centrafricain, qui vit depuis plus de 30 ans au sud de la France. Samuel Kobo, en glanant des informations ça et là, j'ai entendu dire que les rebelles se reconstituent en délai. Cette reconstitution est une façon de parler directement au président Touadéra. Ils ont quelque chose à lui reprocher. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, si vous en savez quelque chose? Je ne suis pas dans le secret de roi pour te donner tous les détails. Mais si je me souviens bien, il y avait un accord de paix qui avait été signé il n'y a pas longtemps pour que toutes les factions armées puissent se retrouver et même insérer dans la force de défense nationale pour permettre au président, à l'heure actuelle, de finir tranquillement son mandat pour que nous puissions aller aux échéances électorales, afin que le pays soit pacifié et que nous puissions revenir ce qu'on appelle dans la normalité constitutionnelle. Mais apparemment, c'est un jeu de dupes. Tous ceux qui ont posé leur signature lors de ce traité de paix, qui devait être en principe dirigé par l'Union africaine, mais qui à un moment, on a vu l'ingérence de la Russie. Et je ne sais pas comment cela a été fait, mais en tout cas, je sais qu'il y avait un traité de paix qui avait été fait pour engranger toutes les factions en rébellion pour s'unir. Mais malheureusement, certains n'ont pas été très sincères, ils ne se sont pas montrés fidèles à l'accord qu'ils ont donné, mais ils avaient d'autres intérêts beaucoup plus importants que d'avoir la paix. C'est simplement ça. Il paraîtrait que le président Touadéra avait fait des promesses à cette fraction rebelle-là qu'il n'aurait pas tenues. Voilà pourquoi elle se réveille aujourd'hui pour lui rappeler, en prévision à l'élection présidentielle, la prochaine qui aura lieu dans un an, je crois bien. La prochaine qui va avoir lieu dans un an, pour lequel je crois que même un ancien président Bozizé est rentré. Il se dit que c'est une façon, ces rebelles se reconstituent et mettent le feu, c'est une façon de lui rappeler au président Touadéra qu'il n'a pas tenu ses promesses et qu'ils devront compter, il devra compter avec eux. Ce n'est pas la population civile qu'il faut s'attaquer, il faut utiliser les armes démocratiques, on n'a pas besoin de faire parler les armes. Nous sommes dans une situation où on va aller dans la normalité démocratique. On retourne encore 100 ans en arrière, autant de coups d'État, autant de coups de feu. Quand on a les arguments de coups de feu, c'est qu'on n'a pas les arguments démocratiques. Donc la situation se situe à ce niveau. Moi, je ne leur donne pas raison. Qui a accompli ces promesses? De tous les chefs d'État que nous connaissons de par le monde, qu'est-ce qui a fait promesse et qui a tout accompli au bout de son mandat? Le président Touadéra ne peut qu'accomplir les choses. Je ne suis pas fan de lui, hein. Ce n'est pas parce qu'il était mon prof
Je suis libre de le critiquer quand les choses ne vont pas. J'ai essayé de lui faire dire d'une autre manière, à ma manière. Mais je crois que dans l'état actuel des choses, c'est avec l'argent qu'on répond des promesses. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces groupes de factions? Ils veulent qu'il y ait des ministres, des ministères, 100 ministères dans un petit pays comme la Centrafrique. S'il y a un 100 ministères, où est-ce que vous trouvez l'argent pour payer les ministres? Voilà. Donc, ce sont des arguments qui, à mon niveau, ne tiennent pas debout. La raison en est tout autre que celle-là. Je crois que le but est plus simple, c'est de déstabiliser le pouvoir en place et de ramener le Centrafrique dans les affres de la guerre pour permettre à des regards extérieurs de tirer profit du pays. C'est tout. Vous avez évoqué l'Union africaine qui aurait dû jouer un rôle de stabilisateur dans votre pays. Lorsqu'on sait que cette Union africaine, majoritairement financée par l'Union européenne, pensez-vous que cette Union dite africaine ait les coups de franche pour régler un quelconque problème sur le sol africain? On dit chez nous que si tu veux cuire un éléphant, tu n'as pas besoin d'aller emprunter de l'eau chez ton voisin. Si l'Afrique veut régler ses problèmes, je crois que l'Union africaine peut trouver d'autres possibilités. Si c'est l'Union européenne qui finance, mais celui qui finance donne des orientations, il donne des ordres. Voilà. Tout à fait. Ça veut dire que l'Union africaine ne sert pas à grand-chose alors, hein? Nominalement, oui, mais on doit prendre la situation par le bon bout. Mais en Afrique, on prend la situation toujours par le mauvais bout. Il faut commencer par développer un pays sur le plan économique. Quand on n'est pas économiquement indépendant, on ne peut pas l'être financièrement ni politiquement. Et comment y parvenir donc, sachant que une certaine mainmise de l'Occident sur l'Afrique l'empêche d'évoluer, et même ceux qui sont en poste pensent plus à eux qu'à leur pays. Comment y parvenir un jour? Permets-moi de faire référence à l'histoire pour essayer de répondre à ta question. On ne pourrait que faire une masse critique. Pourquoi l'Union européenne s'unisse? C'est parce qu'ils savent qu'en s'unissant, ils ont un grand marché, ils ont un pouvoir politique, ils peuvent peser sur le géopolitique, sur le plan international. Or, en Afrique, malgré les noms que nous avons, l'Union africaine, combien de pays africains sont unis? Combien sur le plan politique? Je vais vous recadrer un tout petit peu car vous sortez du cadre de Samuel Komo. Voilà. Sur le plan politique, l'Afrique est fractionnée avec ses 51 États. On a dit qu'il faudra faire des unions douanières, des espaces économiques, mais on n'y est pas parvenu. Donc, au profit de l'Occident, le caractère morcelé de l'Afrique, les avantages, et ça complique chez nous de prendre des décisions. Moi, par exemple, prends une population centrafricaine de 4 millions d'habitants. Si je veux faire une économie d'échelle, est-ce qu'avec 4 millions d'habitants, je peux faire une économie d'échelle? Il faut que ça soit au niveau sous-régional. Mais cette situation, les ancêtres, nos grands prédécesseurs ont vu, comme Kwame Nkrumah et bien d'autres Boganda, ils ont vu que c'est le panafricanisme qui va être la situation. Mais on n'est pas parvenu. Il serait peut-être bien, si vous passez par Paris, qu'on fasse une grande émission pour parler de la RTA et de la situation de la sous-région. Elle est intéressante, cette situation-là. Et si vous pouvez me mettre en contact avec, comment je dirais, quelques hommes politiques d'envergure de votre pays, j'aimerais bien parler à M. François Bozizé, j'aimerais bien interviewer le président Touadéra sur la situation de son pays, mais il est extrêmement difficile de leur adresser un courrier, on ne sait pas comment faire. Voilà, je souhaite... On va essayer de me contacter, j'ai des carnets d'adresses, je vais essayer de les contacter et puis je te le transmettrai. Mais moi, je crois que je monterai à Paris vers mi-juillet. Dès que je suis sur le point de monter, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Ce serait formidable. De toute façon, merci d'avoir assisté à cette émission et tenez-nous au courant de l'évolution des choses si vous avez plus d'informations, ce qui paraît évident. Je ne manquerai pas. Allez, à bientôt. À bientôt. Chers téléspectateurs, ici prend fin cette émission. J'espère que malgré la qualité technique difficile, vous avez pu comprendre ce qui se déroule en République centrafricaine. Promesse est donnée. Nous reviendrons sur ces sujets régulièrement afin que vous soyez régulièrement également informés sur GMTV+. À très bientôt. À très Gardez bientôt. la banane malgré la situation difficile. Merci. Bye bye. Au revoir. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.